Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en ce 2 mars pour le projet Feminibooks. Hier vous étiez sur la chaîne des carnets d'Opaline et demain je vous donne rendez-vous sur la chaîne de la bouquineuse. Tous les liens liés au projet Feminibooks se retrouveront en barre d'infos. Aujourd'hui je vous parle de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Margaret Atwood est née en 1939, elle est une auteure canadienne reconnue à l'international, c'est l'une des plus grandes auteurs canadiennes et elle a notamment écrit et publié en 1985 La Servante écarlate. La Servante écarlate est un roman qu'on peut dire dystopique ou c'est une contre-utopie puisque en effet Margaret Atwood imagine une société futuriste dans laquelle les femmes sont devenues des biens, des objets définis par la couleur de leurs vêtements. Cette société sous couvert de l'argument religieux annihile complètement toutes les libertés accordées aux femmes et ce qui est extrêmement choquant c'est de voir à quel point Margaret Atwood n'a pas tort et à quel point 30 ans plus tard son roman fait encore sens et fait encore écho à une société qui pourrait advenir et qui pourrait, nous les femmes, nous priver de liberté. Ce qui est très troublant c'est que Margaret Atwood n'invente rien des sévices que subissent les femmes tout au long de ce livre. Elle s'inspire de tout ce qui a été fait aux femmes, que ce soit en Occident ou en Orient, durant des siècles et qui perdurent encore aujourd'hui. Sachez que ces atrocités dans certains pays du monde perdurent encore aujourd'hui et c'est là toute la force du roman de Margaret Atwood, c'est de dénoncer des choses, non pas qui risquent d'arriver, mais qui sont arrivées et qui arrivent encore, et surtout de prévenir la société de ne pas arriver à ce point de non-retour. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que nous avons le récit de personnes qui ont vécu dans le monde d'avant, dans le monde qui est tel que nous le connaissons, et qui ont connu cette transition, ce basculement de la société pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Et on se rend bien compte du décalage énorme et on se rend bien compte de comment on peut conditionner l'être humain pour qu'il s'adapte à nouveau. Même si tout cela va contre sa raison profonde, l'être humain s'adapte pour survivre et on nous dit tout au long de ce récit que les générations qui suivent n'auront plus aucun souvenir de ce qui se faisait avant et seront donc du coup beaucoup plus dociles, beaucoup plus aimables et beaucoup plus aptes à suivre les carcans de cette nouvelle société, ces lois. Cette société condamne les femmes et cette société va aussi condamner les hommes puisqu'il y a un mur sur lequel on peut voir des hommes pendus pour plusieurs raisons, pour rébellion, pour être allés dans les bras d'une autre femme que celle qui leur était assignée. C'est une société dystopique, c'est une société d'anticipation qui prive les hommes et les femmes, les hommes avec un grand H de liberté, mais qui est d'autant plus cruelle envers les femmes. Quant au rôle des femmes dans La Servante écarlate, je vous l'ai dit, elles vont être distinctes en plusieurs fonctions, plusieurs fractions et on va pouvoir les reconnaître par rapport à leurs vêtements. Toute la symbolique des couleurs est importante je trouve chez Margaret Atwood puisque les épouses sont en bleu, ce sont les femmes officielles et le bleu, en tout cas pour une référence européenne, fait référence à la couleur des rois. On dit le bleu roi, le bleu c'est la couleur des rois, la couleur de la royauté, puisque les épouses sont les reines de l'intérieur, puisque dans ce récit les femmes sont cantonnées à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de l'habitacle. Effectivement il y a une société entre guillemets matriarcale dans la maison, puisque c'est les épouses qui assignent les tâches quotidiennes à faire aux autres femmes de la maison, mais on les cantonne bien sûr à un rôle d'intérieur puisque c'est les hommes qui sont à l'extérieur qui régissent les lois à l'extérieur de la maison. Ensuite nous avons les Martha qui sont en vert. Là je vous avoue que je n'ai pas trouvé de symbolique de couleur par rapport au vert. Ce sont les femmes donc d'intérieur qui vont faire la cuisine, qui vont faire le ménage, ce sont les domestiques. Et ensuite dans les maisons des riches commandants nous avons les servantes qui sont en rouge. Le rouge qui est la couleur de la féminité puisque comme dans l'analyse que fait Bettelheim du Petit Chaperon rouge, le rouge renvoie au sang menstruel que perdent les femmes, le rouge renvoie à la tentation, à la séduction. Le rouge est une couleur chaude, une couleur qui appelle au désir, une couleur qui appelle à la tentation, à la damnation puisque le diable est représenté en rouge. Le rouge qui renvoie également à la sorcière, vous voyez, la symbolique est tout à fait importante chez Margaret Atwood et c'est là le génie je trouve de son écriture. Les servantes sont les femmes qui ont la possibilité de procréer, de porter la vie. Elles donnent leur corps à leur commandant et à leur épouse pour porter leur enfant. On a des descriptions de scènes assez horribles, assez crues qui nous expliquent de quelle façon se passe l'accouplement à présent. Vous avez l'épouse au-dessus du lit qui tient la servante en dessous tandis que son mari est en train de la féconder. C'est des scènes tout à fait crues, tout à fait horribles, c'est des scènes difficiles à lire. Elles sont d'autant plus difficiles à lire que Margaret Atwood a une écriture extrêmement ironique et c'est ce qui fait toute la force de ce récit, c'est que nous n'avons pas une héroïne engagée, nous n'avons pas une héroïne qui va au devant des combats, nous avons une héroïne qui pourrait très bien être vous ou moi et qui essaie de se défendre dans ce monde tout en ayant connaissance du monde d'avant
et de ses souvenirs perdus. Margaret Atwood utilise donc l'ironie tout au long de ce récit, ce qui est d'autant plus fort, ce qui est d'autant plus violent. Puisque nous avons un récit tout de même assez détaché, nous avons un personnage assez rétrospectif qui a une vision, qui a un certain recul sur ce qui est en train de se passer, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui est d'autant plus fort, je trouve. Et bien sûr, pour ceux qui l'ont lu, vous savez à quel point l'épilogue est une grosse farce à la fin de cette histoire. Les femmes dans ce récit n'ont plus le droit de se marier, n'ont plus le droit d'aimer, n'ont plus le droit d'avoir des enfants. Lorsqu'elles sortent, c'est par deux. Personnellement, ce n'est pas un récit que j'ai aimé lire, on ne peut pas dire qu'on aime ce genre de récit, vous voyez. Enfin moi, je ne peux pas dire que j'aime, je peux dire que ça me révolte, que ça me met en colère, que ça me met la rage au ventre et que tout au long de ce récit, j'étais en colère pour ces femmes et de ne pouvoir rien faire et d'être impuissante, tout comme elles sont impuissantes tout au long de ce récit. Sachez que tout cela se fait malgré tout au nom des femmes. C'est-à-dire que on dit à présent aux femmes qu'avant, lorsqu'elles sortaient dans la rue, elles risquaient de se faire violer, qu'avant elles risquaient également de se retrouver seules avec un enfant, tandis que l'homme était parti et n'assumait pas ses responsabilités. À présent, c'est beaucoup mieux pour elles, puisque chaque homme a plusieurs femmes qui ont tout un rôle défini, qu'elles ne seront jamais abandonnées, qu'elles sont toutes choyées, qu'elles ont toutes un endroit où elles peuvent vivre, qu'elles ont toute une fonction et que c'est bien mieux comme ça. Et on a des scènes assez affreuses où on culpabilise les femmes. J'ai notamment en mémoire une scène dans le centre qui apprend aux servantes à devenir des servantes, où une jeune femme raconte son viol et où toutes les autres femmes doivent lui dire que c'est de sa faute si elle s'est fait violer. Et c'est des moments très durs, c'est des moments très durs parce que dans notre société on sait à quel point on culpabilise les femmes, à quel point on leur dit que c'est de leur faute si un homme les a agressées, qu'elles n'avaient pas à sortir très tard le soir, qu'elles n'avaient pas à être en mini-jupe ou en robe ou en talons. Ensuite, La Servante écarlate est un récit en puzzle, c'est un récit en flashback, puisque le personnage principal, qui s'appelle Defred, ce n'est pas son vrai nom, c'est son nouveau nom, puisque son nom d'avant, elle n'a plus le droit de l'utiliser et on ne le saura, nous lecteurs, jamais. Et nous allons donc suivre Defred tout au long de ce récit. Nous commençons une medias res dans le futur qui a elle et son nouveau présent et nous avons tout au long du récit des allers-retours sur ce qu'a été sa vie d'avant, de son enfance jusqu'à l'avènement de cette nouvelle société et c'est d'autant plus troublant et c'est d'autant plus intéressant en tant que lecteur à lire puisque nous lecteurs nous voulons connaître ce qui est arrivé à la société, pourquoi la société a basculé, pourquoi Defred ne se bat pas, connaît-elle des femmes qui se battent, elles, pour leur liberté? C'est un récit extrêmement bien mené, extrêmement bien écrit et c'est d'autant plus fort puisque on se rend compte que la chronologie n'est pas du tout linéaire, même dans les flashbacks. On va avoir des flashbacks qui vont venir de son enfance, après des flashbacks qui sont arrivés pour nous expliquer comment la société a basculé par exemple. Et ça nous explique tellement de choses, ça nous parle de tellement de femmes, de types de femmes différents. On peut toutes se reconnaître, on peut toutes reconnaître nos amies, nos parentes dans les femmes que décrit Margaret Atwood dans La Servante écarlate. Et c'en est d'autant plus fort et d'autant plus troublant et d'autant plus inquiétant aussi. Ce qui est intéressant avec la narratrice, le personnage de Defred, c'est qu'elle n'est pas une Katniss Everdeen. C'est-à-dire que c'est une femme qui essaie juste de survivre dans ce monde, tout en ayant la rage au ventre d'avoir perdu tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle chérissait auparavant. Ensuite, par rapport aux adaptations qui ont été faites de La Servante écarlate, il y en a une qui date du début des années 90 que je n'ai pas vue. Donc si vous l'avez vue, je vous invite à m'en parler en commentaire et à me dire votre avis. Par rapport aux images que j'en ai vues, par rapport à la bande-annonce que j'ai regardée, je trouve que ça correspond au récit, mais que certaines choses ne correspondent pas à l'idée que je m'en faisais, notamment le costume des servantes qui ne cache pas le visage, alors que dans ce récit on nous parle toujours des énormes ailes blanches qui englobent le visage des servantes, qui fait qu'elles ne voient rien. Elles sont comme les chevaux à qui on met des œillères, elles ne peuvent plus rien voir de ce qui les entoure, elles sont conditionnées, elles sont faites même dans leur costume pour avancer et ne rien voir de ce qui se passe et juste observer le monde qui arrive en face d'elles et ne jamais regarder sur le côté, ne jamais regarder derrière, ne jamais se poser de questions et toujours avancer. Il y a également une adaptation en série qui va sortir en avril 2017 sur Hulu. J'ai vu la bande-annonce de la série que j'ai trouvée très intéressante. Je vous invite bien sûr en avril, tout comme moi, à regarder cette nouvelle adaptation de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Margaret Atwood avec La Servante écarlate se place aux côtés des grands noms de la dystopie. La Servante écarlate peut être lue au même titre que 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes. Ce qui est très intéressant également dans le récit de Margaret Atwood, c'est de voir le comportement des hommes dans tout ça. Les hommes sont extrêmement passifs
et on comprend que si seulement les femmes se battent pour leurs droits, pour leur liberté, ça ne marchera pas. Qu'il faut que ce soit un élan collectif, un élan humain, fait d'hommes et de femmes, pour que tout cela change, pour que les femmes soient entendues, pour que l'égalité soit là, il faut que les hommes s'intéressent également à la condition des femmes. Puisque dans ce récit, nous avons à un moment un homme qui parle et qui dit à Defred « Vous n'êtes plus violée, vous ne risquez plus de vous retrouver seule, vous avez tout un foyer, toute une condition, il n'y a plus de jalousie entre vous, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'argent, vous ne travaillez plus, donc vous avez du temps pour vous. » Et même les hommes bienveillants, tout de suite, lorsque la société bascule, sont là pour dire aux femmes de leur ère protecteur « Mais je vais te protéger, tu peux compter sur moi. » Mais le problème, c'est que je ne veux pas compter sur toi, le problème c'est que je veux être indépendante, le problème c'est que je veux travailler, c'est que je veux avoir mon propre compte en banque et je me moque tout à fait du tien, je me moque tout à fait que tu puisses me protéger, tant mieux. Mais je dois avant tout être en sécurité et ne pas avoir d'inquiétude quant à ma propre protection. Je dois vivre dans une société qui me protège, une société dans laquelle j'ai des droits et des libertés. Dans mon édition qui est l'édition anniversaire de La Servante écarlate, il y a une postface de l'auteur que je vous invite à lire et qui personnellement m'a beaucoup éclairée sur son parti pris. J'espère vous avoir convaincu de lire La Servante écarlate de Margaret Atwood et je vous invite à regarder toutes les vidéos de ce mois de mars autour du projet Feminibooks.